Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour cette quatrième conférence du séminaire Contention, Soins et Liberté, nous avons donc le plaisir d'accueillir parmi nous Madame Annick Perrin-Niquet en visioconférence uniquement, hein, compte tenu du contexte sanitaire actuel. Madame Perrin-Niquet est cadre supérieur de santé, formatrice, auteure de nombreux ouvrages et articles. Elle préside également le comité d'études des formations infirmières et des pratiques en psychiatrie, le CEFIPSY. Voilà, donc si Google m'a bien renseigné. Contention volontaire entre soins et contraintes. Donc, tel est le sujet que notre intervenante va traiter aujourd'hui. Et comme l'indique le résumé, les équipes soignantes sont fréquemment confrontées à des situations de crise qui peuvent revêtir différentes formes et que les équipes vivent d'ailleurs différemment également. Alors, est-ce une réponse palliative immédiate par défaut, mais pas pour autant à proscrire puisqu'elle est un soin? La contention involontaire satisfait d'abord le besoin de sécurité et montre aujourd'hui ses limites. Elle ne suffit plus à soigner. Aussi peut-on s'interroger sur le dépassement de cette pratique par la contenance, sujet qu'on a évoqué lors d'une conférence précédente. Et bien sûr, cette contenance, elle suppose aussi une réflexion sur les moyens pour y parvenir. Alors, le propos qui va suivre est par conséquent fort attendu, alors que les professionnels de la psychiatrie constatent à leur corps défendant souvent l'impact d'une violence protéiforme sur les conditions de soins et aussi sur leurs conditions de travail. Pour conclure très rapidement, donc, je remercie par avance notre intervenante pour les éclairages et je crois aussi les témoignages qu'elle va nous apporter. Donc, bonne conférence à tous. Merci. Donc voilà, donc je suis donc Monsieur Barrel présente. Avec ce petit plus de fin de carrière, je me suis autorisée à venir travailler dans le privé, dans des établissements psychiatriques privés mais indépendants tenus par un dirigeant médical. Et ça me fait faire comme ça finalement une boucle entre la psychiatrie publique que j'ai connue pendant longtemps et puis la découverte de ces structures de soins du privé qui finalement n'accueillent pas tout à fait les mêmes patients. Et sur la question donc de la contention involontaire, ben voilà, nous n'y sommes pas du tout. Donc ce que je dis, c'est mes souvenirs donc, de 3 établissements de santé où j'ai travaillé, donc Saint-Cyr, Romont-d'Or, Vinatier et Saint-Jean-de-Dieu à Lyon. Donc, je regrette un petit peu d'être en visio parce que j'aime bien sentir et voir ceux qui m'écoutent. Puis, j'aurais aimé aussi visiter votre site parce que j'ai regardé des photos, ça a l'air d'être un très bel hôpital. Voilà. Alors, bravo aussi pour travailler avec la chaire de philosophie sur cette thématique qui mobilise énormément d'énergie, de questionnement et de préoccupations institutionnelles. Alors, je m'adresse effectivement à des non-soignants dans mon texte. Donc, des soignants vont peut-être par moments un petit peu s'embêter, mais j'ai vraiment le souci que sur ce sujet, tous ceux qui ne sont pas du soin puissent comprendre ce qui se passe dans un service au point d'attacher quelqu'un sur un lit et de le fermer à clé pour le sécuriser. Voilà, donc je vais partir de ce moment où, en cours d'hospitalisation temps plein, lors d'une admission par exemple, l'équipe de soins va se trouver dans une situation de crise avec un patient et rencontre donc une difficulté majeure à l'apaiser, à se contenir par des interventions verbales relationnelles. Donc, c'est un patient qui a un comportement inquiétant, provocateur, dangereux pour lui, pour les autres patients, pour les professionnels. Donc, à un moment donné, il ne se contient plus. Il y a un débordement, un raptus anxieux, un passage à l'acte, une tentative de suicide, ou au contraire des injures, des coups portés sur quelqu'un ou sur du matériel. Dans ce moment-là, les soignants sont embarrassés parce que le patient ne va pas être forcément sensible à la parole. Il peut être très énervé lorsqu'on lui parle. Il peut être aussi en difficulté pour expliquer, répondre, rassembler ses idées pour s'exprimer, et il n'est pas réceptif aux propositions des soignants. Alors, lui parler va continuer de l'énerver parfois, le ton monte, les menaces et les gestes violents partent. Les soignants commencent à se consulter du regard, ils appellent le médecin ou l'interne, le cadre de santé, parce qu'ils sentent que la tension monte beaucoup. Ils vont essayer de laisser faire le patient un petit moment ce qu'il a à faire dans le service, ils vont l'observer, de se sentir surveillé, ça va continuer à énerver le patient, essayer de lui parler, ça ne marche pas, les tensions se durcissent, bref, vous comprenez, les soignants ne savent plus s'il faut insister, ne pas insister, parce qu'insister, ça permet parfois de casser l'agitation, mais insister, parfois, ça l'augmente.
Donc, les soignants vont continuer à rechercher un contact, un échange, une négociation pour mettre en place une négociation, pardon, qui peut se mettre en place à propos de l'objet du conflit. Donc, c'est différer l'objet de l'attention, ça peut être différer la prise du traitement, expliquer pourquoi le patient ne peut pas sortir dans le parc, etc. Et devant l'échec de toutes les interventions, devant la gravité de la situation, du point de vue des soignants, le médecin présent, appelé, souvent sous forme d'un regard, et ça se passe assez vite, donc la décision d'isolement va être décidée selon l'agitation du patient. Il pourra être contenu sur son lit, donc attaché par le matériel que vous connaissez tous, sur un lit scellé et dans des chambres d'isolement qui ont beaucoup évolué sur ces dernières années, puisqu'on a tous des SAS avec des douches, des WC, etc., ce qu'on n'avait pas quand j'ai démarré en 79 à l'hôpital du Vinatier. Donc, selon le nombre de soignants présents, il va y avoir un appel à renfort. Donc, des professionnels viennent des fois en courant, quittent leur unité, ce qui du coup déstabilise aussi l'organisation des soins des unités qui quittent. Et souvent, le patient, devant un nombre important de soignants, va céder. Voilà, il va comprendre que le rapport de force n'est pas de son côté. Et il va rentrer donc dans la chambre d'isolement. La chambre d'isolement, donc, c'est un espace qui est fermé à clé. Et dès qu'un patient est contenu, pour sa sécurité, on est obligé de le fermer à clé dans une pièce pour le protéger. Et puis, on a vu arriver toute la législation dont je parlerai, alors c'est un peu tartignole, mais dont je parlerai tout à l'heure, donc avec ces 6 heures de contention, 12 heures pour l'isolement, etc., avec des temps de révélation, ce qui fait que normalement, les soignants n'abandonnent pas le patient en chambre d'isolement, vont le voir très souvent, le médecin réévalue les indications et un soin se fait. Ce soin aussi, il continue en post-isolement quand le patient sort. À ce moment-là, donc, il y a tout un travail de reprise qui devrait être fait en équipe avec lui. Et j'ai beaucoup apprécié l'intervention des 2 médecins qui trouvaient que par moment, ce travail-là était insuffisant dans les services. Alors, c'est un moment très dense où tout se passe très vite, ça, il faut en avoir conscience. C'est un moment violent pour le patient. C'est un moment qui met les soignants dans un vécu de culpabilité, d'impuissance, d'échec thérapeutique. L'échec, c'est l'idée, au fond, que chacun va se faire plus ou moins verbalisé, qui est que je n'ai pas su gérer la situation, j'ai été débordée, j'ai été dépassée. Donc ça culpabilise. C'est un moment physiquement aussi, fatigant physiquement, parce qu'il y a une tension physique. On sent qu'il faut quand même être dans une forme d'autocontrôle. Et puis parfois, il faut contenir physiquement le patient. Il y a une espèce d'enveloppe corporelle qui se met en place. On va dans un corps à corps. Il y a des formations qui apprennent comme ça à mobiliser le patient. Donc c'est une situation paroxystique de crise, avec une charge émotionnelle forte pour tout le monde. Est-ce que le rythme, ça va? Oui, pardon, je fais souvent des arrêts sur image. Ça va, mon débit, ça va? C'est très bien, oui. Ok. Je n'ai pas voulu faire de PowerPoint parce que je tiens moins le temps. Je m'égare dans mes idées. Donc, je lis, je vous regarde, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, je vais passer par quelques mots d'histoire. Alors, j'imagine, comme votre établissement ancien, qui a un très beau centre de documentation. Non? Après, il y a une médiathèque, en effet. Oui, c'est ça. Donc, il doit y avoir les ouvrages dont moi je me base quand je parle de l'histoire de la psychiatrie. C'est Jacques Hockman, donc je crois que c'est un Cossège, l'histoire de la psychiatrie, puis des gros bouquins avec des belles illustrations donc c'est, comment il s'appelle, Kettel et Postel. Et en fait, c'est des images qui donnent à penser ce que c'était la question du soin en psychiatrie, ou en tout cas de l'enfermement en psychiatrie. On voit des photos de bains glacés, on voit des sièges qui s'appellent trimoussoirs, où on agite le patient contenu sur des chaises en bois, sur des gros ressorts, avec l'idée que ça va lui remettre les choses en tête, les idées au clair dans la tête. Donc, cette histoire de la psychiatrie, moi, j'aime bien l'évoquer comme ça, par petites touches, parce que ça nous fait comprendre d'où on vient. Et quand je vous dis que le premier médicament psychotrope en psychiatrie est inventé en 1952, on voit que la psychiatrie d'aujourd'hui, elle a 50, 80 ans. Voilà, la psychiatrie avec des médicaments, la psychiatrie avec des thérapies relationnelles, cognitives, etc., c'est encore plus récent. Donc, quand on parle de la psychiatrie, quand on a des représentations négatives sur la psychiatrie, il faut savoir que c'est une discipline très vieille et en même temps très jeune dans les moyens modernes de soigner. Donc là, je vous en ai dit beaucoup et je n'ai pas suivi mon plan. Alors, dans les moments clés, très importants, donc là, je m'adresse peut-être plus aux soignants, dans les moments très importants de l'évolution des soins en psychiatrie, il y a quand même toute la question de la pensée analytique et de la psychanalyse.
pour les non-soignants, on s'est mis à parler aux malades. On s'est mis à les voir comme des personnes qui n'étaient pas folles, mais qui étaient malades, qui pouvaient guérir, qui pouvaient progresser. On avait des premières explications sur les maladies. Donc, du coup, ça a vraiment mis une forme d'humanité dans les relations avec les patients. Alors, les adeptes du soin infirmier en psychiatrie parleraient tout de suite de Poussin en disant « Mais non, c'est pas Pinel, c'est Poussin qui a libéré les malades. » C'est vrai, je le dis toujours. Donc, il y a eu la pensée analytique, les psychothérapies institutionnelles. Il y a eu l'arrivée du premier neuroleptique en 1952, c'est le Largactil, qui était donné d'abord par petites solutions buvables, puis par forme injectable, qui calme énormément la question des angoisses, des vécus d'éclatement et la question de l'agitation et de la violence. Donc, les neuroleptiques ont vraiment permis d'alléger la question de l'enfermement et de la contention des patients. Ça a permis aussi aux infirmiers d'apprendre à donner des traitements, d'apprendre à faire des injections. 52, le premier neuroleptique. Les premiers programmes de formation des infirmiers en psychiatrie, enfin des hôpitaux psychiatriques, ça date de 55. En 1955, de manière assez régionale, on a les premières formations qui sont données par des médecins sur des demi-journées. Donc l'infirmier, voilà, il se forme, mais il est d'abord en situation de travail et c'est des après-midi donc de formation. 1955. Ensuite, il y a une autre réforme des études en 73. Là, de 55, on passe à 200 heures de formation à la louche. 73, on passe à 28 mois de formation. 79, 33 mois. Voilà. Ça, c'est pour la formation des infirmiers psychiatriques. Donc, dès lors qu'on a des traitements, on voit que la formation des infirmiers bouge. Ils deviennent vraiment des auxiliaires médicaux. Il y a aussi la question de la psychothérapie institutionnelle qui a pris ses origines dans les années d'occupation, où notamment à Saint-Alban-sur-Limagnole, des groupements de médecins, d'artistes un peu résistants, se mettent vraiment à penser le soin. Alors, en s'étayant sur la psychanalyse, mais ils se mettent à penser le soin avec tout le collectif soignant, à partir d'activités dites thérapeutiques. Ils parlaient de clubs thérapeutiques, et là encore, les infirmiers deviennent vraiment des thérapeutes. Donc, c'est un mouvement qui est très important parce qu'il fait de l'institution vraiment un agent thérapeutique. Et ça donne aussi un espèce de collectif de travail et de soins très, très fort. Donc, tout le travail d'équipe, tout le travail des groupes thérapeutiques, vraiment, ça se plante avec ce courant de psychothérapie institutionnelle. Et c'est les mêmes médecins, quasiment, enfin, je schématise, hein, vous me pardonnerez, qui inventent la sectorisation psychiatrique, c'est-à-dire une philosophie de soins très humaniste, qui décide de mettre en place une organisation des soins sur un territoire, sans discrimination d'aucun patient. C'est-à-dire tout patient a droit aux soins, quel que soit son âge, ses origines sociales, sa maladie. C'est l'idée aussi de donner donc une équipe pluriprofessionnelle dédiée à ce territoire de santé qui va œuvrer donc tant en hospitalisation complète avec des lits d'hospitalisation et les structures ambulatoires qui trouveront un financement dans les années plutôt 80-86, si je crois, ce qui montre bien quand les lois sur les circulaires sur la sectorisation 1960, 1972, le financement de ces structures ambulatoires arrive en 86, ça veut dire que les directions des hôpitaux étaient vraiment partie prenante de l'évolution des soins. Et c'est pour ça que j'aime bien parler de la contention et de l'isolement avec toutes les équipes d'un hôpital. Voilà, donc ça c'est vraiment pour l'évolution de la psychiatrie, mais notre fil conducteur c'est l'isolement-contention. Et bien malgré toutes ces évolutions thérapeutiques, j'ai oublié, mon Dieu, j'ai oublié l'arrivage des neurosciences avec les thérapies cognitives et comportementales. Et bien malgré tout, la contention, l'isolement continuent à être pratiquées, avec peut-être de plus en plus de questionnements, mais en tout cas, elles sont enseignées en formation professionnelle, alors initiale, en formation continue, dans la pratique avancée santé mentale et psychiatrie. Donc, c'est vraiment des pratiques qui sont vécues comme des soins. Sauf que, malgré toutes ces évolutions, c'est quand même avec les droits des patients que le questionnement sur ces pratiques est venu, je dirais, un petit peu quand même de l'extérieur, puisque on a vu en interne en France et au niveau de l'Union européenne des recours, des recommandations, des mouvements d'associations d'usagers. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme a œuvré dans cette affaire. Enfin, je tourne ma page. J'ai oublié de citer dans les mouvements aussi qui ont interrogé ces pratiques, il y a tous les travaux du contrôleur général des lieux de privation de liberté. On a des lois en France, donc, et vraiment la loi, pour moi, la plus importante sur ces questions, c'est la loi du 4 mars 2002, je pense que tout le monde ici la connaît,
Elle énumère un certain nombre de droits des patients. Donc, bien sûr, l'information, le consentement, de ne pas souffrir, etc. Elle donne des droits aussi aux patients mineurs, puisqu'il peut ne pas dire qu'il est soigné, mais il doit désigner une personne adulte, majeure, donc de son choix, pour être accompagné. Donc, il y a cette loi qui est très importante. Dans le mouvement de cette loi, il y a tous les travaux de la FNAPSI. Je ne sais pas si vous connaissez la FNAPSI avec Claude Finkelstein, qui a fini par monter donc, la Fédération nationale des amis et des patients de la psychiatrie, qui a été très active dans la naissance des groupes d'entraide mutuelle. Et moi, cette femme, elle a vraiment, je la remercie tout le temps. J'ai eu cette chance inouïe par les travaux du CEFIPSI, au moment où se travaillait la loi du 4 mars 2002. Je crois que c'est la Fédération hospitalière de France qui avait initié une journée au ministère sur l'accès direct au dossier patient, qu'est-ce que ça change? Et alors, on était à une réunion préparatoire, j'étais arrivée juste avant le début de la réunion, elle aussi, accompagnée d'un jeune monsieur qui avait beaucoup de mal à rentrer dans une pièce, donc je ne savais pas qui ils étaient. Il avançait, il reculait, bon, c'était compliqué, et ils se mettent en face de moi parce que c'était les seules places qui restent. Et pendant toute la réunion, Claude Finkelstein, qui était vraiment militante, hein, avec un gros ton de voix, quand j'étais en face, elle me regardait, donc j'ai un peu pris les choses pour moi, et elle disait tout le temps, mais c'est dingue, vous ne voyez que le malade, on est d'abord des personnes. Et vraiment, je me revois dans le train rentrant à Lyon en me disant, purée, mais elle a raison, quoi. Donc c'est vrai qu'elle m'a vraiment remis vraiment dans l'idée qu'on soigne des personnes. Donc la question des droits des patients, elle est vraiment partie de la loi du 4 mars 2002 dans les questionnements en psychiatrie. Dans la foulée, on voit arriver de la Haute Autorité de Santé des recommandations sur la liberté d'aller et venir, qui inaugure vraiment un changement fondamental concernant le respect des droits des personnes et la place des usagers dans les soins. Parallèlement, en 2004, on voit arriver les recommandations du Conseil de l'Europe relatives à la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux. Donc, je cite, le droit d'être soigné dans l'environnement le moins restrictif possible. Là-dessus arrive une réforme donc, des lois concernant l'hospitalisation des personnes donc, qui viennent en soins sans consentement, donc 2011-2013. Et là, à nouveau, je cite, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental et à la mise en œuvre des traitements requis dans le respect de la dignité et la recherche de la réinsertion. Donc là, vraiment, on voit qu'il y a un faisceau d'action, une synergie à partir des années 2000 qui viennent questionner nos pratiques en psychiatrie. Alors, je vais zoomer sur ces recommandations de 2004, là, sur la liberté d'aller et venir, parce que c'est vraiment une révolution hein, au sens premier du terme. C'est-à-dire que là où en psychiatrie, on était dans des restrictions systématiques. Donc, je vous parle peut-être d'un temps qui n'existe plus, mais à l'époque, on était avec l'idée qu'à l'admission, un patient arrivait, on avait des protocoles d'accueil avec mise en pyjama, pour tout le monde, hein, retrait des affaires personnelles, retrait du téléphone, une régulation très forte du droit de communiquer, d'avoir des visites, l'interdiction d'avoir des visites dans sa chambre, j'en oublie. Et là, maintenant, avec ces recommandations, en 2004, on lit des recommandations qui nous disent « Non, non, c'est plus du tout comme ça. La personne, elle est hospitalisée avec le maintien de tous ses droits comme tout citoyen. » Et c'est seulement donc, avec une prescription médicale que les restrictions vont pouvoir être posées au cas par cas. Alors, je trouve qu'on a mis un peu de temps dans les hôpitaux à changer jusqu'à nos règlements intérieurs, à considérer que la chambre, c'est un espace privatif dans lequel il pourrait se passer des choses entre un patient, une patiente, ou deux hommes, deux femmes, enfin, voilà. Donc, je m'amuse un peu sur ce sujet parce que la sexualité à l'hôpital, c'est pas simple. Voilà. Donc, ça touchait vraiment toute la question des restrictions de ces pratiques, des droits des patients sur ces pratiques qui allaient devoir diminuer. Donc, c'est vraiment l'idée que dans une dynamique collégiale, on pèse en équipe l'équation bénéfice-risque dans l'intérêt du patient et non pas du fonctionnement de la structure. Dans la recherche d'une réponse proportionnée, donc on va décider de poser une restriction qui va se faire que par un médecin pour une durée limitée qui va être énoncée et réévaluée et de courte durée. Voilà. Ça va? Je suis claire? Donc, dans ce contexte, le moindre recours à l'isolement et la contention est devenu vraiment emblématique de la question de la liberté et de venir, puisque quand on
isole et qu'on contient quelqu'un, quand on est contenu dans son lit, on peut à peine bouger. On est vraiment à plat dos, attaché. Si un intervenant de vos cycles de conférences disait qu'on ne peut même pas se gratter le lit, mais c'est vrai. Si on a des dorsalgies, des cervicalgies, on est vraiment à plat dos sur des matelas pas tout à fait confortables. Donc, il y a vraiment même la liberté de bouger dans son lit, elle n'est pas là. Voilà. Donc, ces mesures sont critiquées en fait sur deux niveaux. Il y a d'une part l'atteinte aux libertés individuelles des patients et d'autre part l'absence de preuves scientifiques qui démontrent leur valeur thérapeutique. Et donc, dans l'histoire de notre aventure en psychiatrie, ça ne s'arrête pas là. En 2016, la loi de modernisation du système de santé, avec l'article 72, s'intéresse à nouveau à ces pratiques, donc le moindre recours à l'isolement, à la contention, en cadrant sévèrement l'utilisation donc de ces pratiques. Alors, cet article, il a vraiment du mal à apparaître et peut-être que M. Barret est plus au courant que moi aujourd'hui. Donc, il a été retoqué 2 fois, cet article. 2 fois parce qu'en fait, vous savez, alors je pars du principe que vous connaissez, hein, c'est désormais la contention, c'est pour une durée de 6 heures, renouvelable plusieurs fois, mais dans un espace de temps de 48 heures. L'isolement, c'est toutes les 12 heures, maximum 48 heures. Et en fait, il y a eu des recours auprès du Conseil constitutionnel, ça s'appelle des questions constitutionnelles prioritaires, je crois. Et en fait, les associations qui ont saisi le Conseil constitutionnel souhaitent que le renouvellement de ces pratiques 6 heures, 12 heures, maximum 48 heures, fasse l'objet donc d'une intervention ou d'une information au juge des libertés et de la détention. Donc 2 fois, ça a été retoqué. Et alors, l'État a glissé dans la loi de financement de la sécurité sociale 2022 ce fameux article qui a été retoqué une 3e fois. Donc ça s'est passé en fin d'année 2021 sur l'argument donc que c'est pas à sa place, il n'est pas à sa place dans un article de financement de la sécurité sociale. Et normalement, cet article est passé, c'est un vrai sketch, hein, est passé dans la loi sur le pass vaccinal, mais je ne sais pas aujourd'hui, là, maintenant, s'il a été validé ou pas. Je ne sais pas si M. Barret a l'information. Alors, oui, je crois que cet article, enfin, en tout cas, le cadre juridique, il est prévu dans dans la nouvelle loi, oui, sur le pass vaccinal. J'en sais pas plus. Ouais. Et puis, bon, bien évidemment, cette loi, elle peut aussi faire l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel, si jamais un… C'est ça. C'est trop récent, donc, pour le savoir. OK. Donc voilà, donc en tout cas, au 1er janvier, normalement, la mise en place de cet article devrait avoir lieu. Donc, il s'agit d'être dans ce cadre de renouvellement toutes les 6 heures, 12 heures pour l'isolement et la contention. Alors, toujours parallèlement si on garde un peu cette évolution historique, donc en 2016, on a cet article, début 2022, on ne sait pas trop quelle vie et quel sort il a aujourd'hui. On a vu arriver des instructions, une instruction ministérielle donc concernant l'isolement et la contention, donc je parle de celle de 2017. On a vu arriver aussi des travaux mieux prévenir et prendre en charge les moments de violence dans l'évolution clinique des patients adultes lors d'une hospitalisation en psychiatrie, des recommandations de la Haute Autorité de Santé que je trouve vraiment très très belles, très belles au sens clinique, elles sont très riches, d'astuces et de préconisations. Et on a aussi en 2017 des recommandations sur l'isolement et la contention. Donc on peut dire qu'on est convoqué à un changement de pratique et c'est peut-être bien finalement. C'est dommage que ça arrive comme ça. C'était annoncé depuis longtemps, mais c'est bien parce que ça va permettre aux équipes vraiment de se saisir, de se ressaisir de pratiques qui sont quand même plus gratifiantes pour les soignants, pour une équipe de psychiatrie. C'est-à-dire qu'ils vont mieux prévenir que guérir et c'est quand même plus intéressant et plus… Voilà, c'est un challenge intellectuel et relationnel passionnant qui est d'éviter que ces moments arrivent dans des séjours de psychiatrie. Et c'est beaucoup mieux pour nos patients. Du coup, ce sujet, ça nous amène à parler de la contrainte en psychiatrie. Je ne sais pas si vous avez besoin que je partage un peu le plan. Je ne sais pas. Comment je fais pour partager le plan pour vous montrer un petit peu où on en est. Voilà, donc si je partage mon plan, mais peut-être qu'il n'y en a pas besoin.
Donc, on a fait, il faut que j'accélère peut-être un peu. Donc, on a fait ça, quelques mots d'histoire, les éléments de pratique, hein, la description de la situation. Et là, maintenant, on va passer au deuxième mouvement. Alors, je n'ai pas pris entre soins et contraintes. Je suis d'abord passée par la contrainte. Donc, au niveau clinique, les contraintes liées aux soins en pratique institutionnelle, et puis est-ce que ces contraintes sont thérapeutiques? Donc là, je vais essayer de reprendre les images. Je ne sais pas comment je fais pour reprendre les images. Au secours! Comment je ferme? Comment je vois? Ah voilà, ça y est. Voilà. Donc, en fait, la contrainte en psychiatrie, elle a deux axes. Elle est liée déjà à la maladie et elle est liée, donc on l'a vu, à cette espèce de conditionnement, d'héritage de conditionner des pratiques d'isolement en psychiatrie, où même si on ne sait pas trop si c'est thérapeutique ou pas, on continue à s'en servir parce que les équipes en ont besoin aujourd'hui. Donc, le premier niveau, c'est les contraintes qui sont liées à la maladie elle-même. Donc, en fait, on accueille des personnes qui souffrent de troubles psychiques envahissants parce qu'on sait que la plupart des patients, on disait à une époque, 80% des patients suivant en psychiatrie le sont en ambulatoire. Donc, on accueille à peu près 20% de patients qui sont vraiment en crise, qui ont des troubles psychiques envahissants. Et ces troubles attaquent la capacité de discernement du patient, c'est-à-dire la capacité à se dire j'ai des troubles, je ne suis pas bien, je me sens vraiment pas tout à fait normal en ce moment, avec des guillemets, mais je me sens malade, peut-être que je suis malade, il faut que je me fasse aider. Donc ça, c'est quand même, ça arrive hein, souvent, mais on a des patients qui n'arrivent pas à distinguer un changement dans leur vécu interne, dans leur vécu corporel, parce que ça représente une exigence d'intériorité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être introspectif pour arriver à s'auto un peu évaluer en disant mais je me sens comment, je ne suis pas bien, ça vient de moi, ça vient des autres, est-ce que c'est l'épidémie, est-ce que voilà. Donc ça demande une exigence d'intériorité. On parle de la capacité d'insight, de discernement. Donc il s'agit de rentrer dans son monde mental, dans ses perceptions, ses émotions, sa relation aux autres, et il faut être en mesure de les interroger, de les reconnaître et se dire que quelque chose ne va pas. Donc la maladie enraye ce mécanisme parce qu'il y a des troubles cognitifs, c'est-à-dire toute la cognition, toute champ, on va dire, des activités intellectuelles, et puis tout ce qui est du monde plutôt, alors psychique, on va parler donc de la vie mentale, qui sont liées à la maladie, qui vont altérer ses fonctions. Donc en fait, la plupart des personnes, même quand elles sont très malades, arrivent toujours dans un délai assez tardif par rapport à l'arrivée des troubles. Les choses s'installent, l'entourage pense que ça va passer, le médecin généraliste perçoit un peu, bon bref, ils en parlent, c'est pas net. Enfin, et du coup, quand la personne arrive dans les soins, elle est déjà assez malade. Et je cite Henriet, ce n'est pas la citation exacte, je n'ai pas pris le temps de la rechercher. Donc, il disait, la maladie mentale, c'est une pathologie de la liberté, c'est un vrai bateau, mais n'empêche qu'effectivement, les personnes sont moins libres de disposer d'elles-mêmes telles qu'elles le sont habituellement. Donc ça, c'est les contraintes qui sont liées à la maladie. Il y a les contraintes, d'autres contraintes qui arrivent, du coup, c'est la demande de soins. Donc, on a vu, il y a des patients qui vont arriver spontanément dans les soins, mais pour autant, ils vont quand même avoir un vécu sur lequel il est important de s'arrêter, parce qu'ils vont sentir une espèce de culpabilité, de honte, du coup passer à une espèce d'auto-stigmatisation, et je crois que c'est assez fort dans une société où on est quand même dans une définition de la santé mentale très exigeante. On est là, un être humain, un individu tout seul qui doit vraiment s'accomplir par lui-même, voilà, tout maîtriser, sa réussite dans tous les secteurs de sa vie, amoureuse, sexuelle, professionnelle, sportive, etc. Et je pense que les personnes qui commencent à se sentir faiblir du côté de leur sentiment d'intégrité, de leur performance intellectuelle, de leur équilibre et leur sérénité mentale, affective, il y a un sentiment certainement renforcé au niveau de la honte, de la culpabilité, de se sentir un petit peu en faillite de ce modèle sociétal qui est exigeant. La deuxième chose pour les patients qui voudraient se soigner, c'est la lisibilité de l'offre de soins. C'est apparemment assez compliqué de trouver les bons professionnels. Alors, moi, je pense souvent aux médecins généralistes. Est-ce que c'est la meilleure porte d'entrée? Je ne sais pas. Mais l'offre de soins en psychiatrie, elle semble compliquée. Et puis, il y a les représentations mentales sur la maladie, la folie, sur ces soignants en psychiatrie. Hein, je disais, en attendant qu'on se connecte tous et qu'on soit ensemble, que j'étais étonnée au bout de 43 ans d'exercice en psychiatrie d'être encore chahutée en tant que soignante de la psychiatrie. C'est un truc, d'ailleurs, ça me
Ça me fait grave parce que je me suis un peu énervée avant les vacances. Donc ça suffit, arrêtez, c'est bon. Voilà. Et puis les traitements sont inquiétants, les traitements en psychiatrie. Les médicaments, pas tout à fait bonne presse, même si on est un pays vraiment consommateur de psychotropes. Donc on a vu la contrainte liée à maladie, la contrainte liée à l'arrivée dans les soins, et puis la contrainte à se soigner. Donc je parle des hospitalisations sans consentement, où le législateur finalement va dire à la personne: je viens vous protéger, vous n'êtes plus tout à fait maître de vos actes, vous êtes dangereux pour vous-même, votre vie part à volo, vous n'arrivez plus à prendre soin de vous, à être en lien avec les autres, à gérer vos affaires, à être serein. Donc, je viens vous protéger de votre santé mentale qui vous met dans des troubles émotionnels, psychiques, comportementaux. Donc, on est sur une hospitalisation sur la demande d'un tiers, famille, entourage ou un représentant de l'État. Alors, bien sûr, ces soins sans consentement sont déclenchés après échange, discussion, recherche de consensus avec la personne, d'alliance thérapeutique et une négociation. Mais finalement, on peut dire que la contrainte à se soigner, d'un point de vue juridique, elle est un peu dans le cadre de l'assistance à personne en danger qui vient mettre fin à une situation de décompensation aggravée et après un refus de soins. Donc, elle prend sens pour moi dans l'obligation de protéger une personne, son entourage. Elle manifeste un désir de la société du maintien de l'inclusion de la personne et il ouvre la possibilité du coup de bénéficier de soins. Alors bien sûr que la personne n'est pas contente, ça l'oblige à se soigner et elle va rencontrer dans un univers qui n'est pas simple, qu'on soit en soins libres ou en soins sans consentement. Elle va rencontrer obligatoirement un médecin qui va évaluer son état de santé, rechercher une alliance thérapeutique. Je fais comme ça parce qu'il y a bien sûr la balance bénéfice-risque et il va donc ce médecin, avec peut-être un infirmier en entretien partagé, évaluer les risques et peut-être peser l'intérêt donc de restriction, voire d'une indication d'isolement et de contention selon le niveau de compliance du patient, l'adhésion et puis son niveau de contact et de relation à l'autre. Voilà, donc dernier point donc, de ce chapitre sur les contraintes, c'est l'idée que venir se soigner en psychiatrie, c'est quand même bien contraignant. Parce que finalement, on demande à des patients de se soigner et ils ne choisissent pas les professionnels avec qui ils vont devoir se fier et se confier. Donc, finalement, par la loi du lit vacant, ils arrivent dans une unité qui est de leur secteur géographique en général, mais ils ne vont pas choisir le médecin, ils ne vont pas choisir l'infirmier, l'aide-soignant, l'assistante sociale, le psychologue. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui doit être assez perturbant quand on arrive. On passe tous des heures sur Doctolib à chercher des nouveaux professionnels, on regarde, on se renseigne. Et là, eux, pour des sujets difficiles, ils ont à se confier comme ça et à faire confiance à des professionnels. Ils vont devoir faire confiance aussi dans les soins, dans les médicaments. Ils vont prendre des médicaments qui ont des effets secondaires, pour lesquels ils sont un peu sédatés, ils ne sont pas dans leur assiette. Ils vont aussi se retrouver dans des entretiens. Parler de soi, ce n'est pas évident. Alors, tout le monde parle de soi sur des réseaux sociaux, a priori. Mais finalement, là, on va les amener à être dans une parole authentique, bien personnelle. Ils vont aussi se retrouver dans des soins de groupe, des relations soignants-soignés, quand ça existe, ou d'autres thérapies. Et je vois dans nos hôpitaux de jour, même dans le privé, avec des patients qui sont donc, faits en soins libres, on a des hôpitaux de jour de souffrance au travail. Il m'est arrivé de remplacer des infirmiers, parce qu'il y a aussi des pénuries d'infirmiers dans le privé, où des maladies l'ont remplacé. Et quand j'ai fait des entretiens d'admission, ils étaient très inquiets tous, et ça m'a surprise, sur le fait qu'ils allaient devoir se soigner en groupe avec d'autres gens. Voilà, c'est quelque chose qui paraît compliqué. Et puis, il faut faire des efforts, quoi. Il faut se remettre en mouvement, accepter le rythme de l'hôpital, ses contraintes, le déroulé de la vie d'hospitalisé, comme je dis. Et puis, ils vont devoir aussi affronter ces symptômes. Donc, se soigner en psychiatrie est contraignant. Il y a un deuxième mouvement qui arrive, c'est que le cadre institutionnel en psychiatrie, il est très contraignant. On est dans une organisation extrêmement réglée, très ordonnancée, et c'est normal, on a besoin d'organiser la vie du service, le déroulé des soins de manière très prévisible pour les soignants, pour être efficient, mais on a aussi besoin de régler les activités des patients. Mais ils découvrent en même temps, des fois, un vide d'emploi du temps, un ennui à l'hôpital. Tous les patients n'ont pas des soins tous les jours, des soins identifiés comme tels. Ils vont devoir aussi comprendre les codes de langage, le vocabulaire, à qui exprimer ses demandes. Ils vont aussi devoir se confronter au renvoi fréquent du règlement intérieur, du respect des règles de vie.
Ils vont avoir des réponses différées parce que les soignants ne sont pas disponibles. Et puis, on l'a déjà dit, donc, ils vont avoir des restrictions de liberté, donc dans le genre, ouais, ben, tu te rends compte, on m'a retiré les affaires pendant l'inventaire, moi, je ne voulais pas. Et puis, pour les récupérer, maintenant, il faut que je demande au médecin. Non, mais tu te rends compte, elles sont fermées à clé. Puis, je veux téléphoner, je n'ai même pas le droit de téléphoner, tu te rends compte. Il faut que je téléphone en présence des infirmiers. Enfin, voilà, je pourrais faire… voilà, puis moi, je voudrais aussi m'occuper le soir regarder sur mon ordinateur, voilà, les séries que j'adore suivre sur Netflix. Hein. J'ai du temps, je m'embête, je ne fais rien. Enfin, voilà. En plus, on m'a donné un pyjama qui ne va pas, j'ai l'air de quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est tout ça, hein, l'arrivée des soins en psychiatrie. Donc, l'arrivée des soins en psychiatrie, c'est aussi la rencontre entre patients, du collectif patient, de l'ambiance du service. Et ça, on sait que ce n'est pas facile, que c'est contraignant et que les patients ont aussi à se découvrir entre eux. Alors, dans le meilleur des cas, il y a des espèces de rapprochements, de sympathie, amicaux, qui créent un peu des liens de pérédance. Et ça, c'est je crois vraiment ce qu'on a favorisé dans les hôpitaux. Voilà. Et alors, dernier groupe qui a des contraintes dans le soin en psychiatrie, ben, c'est les professionnels. Ils ont des contraintes et des obligations. Alors, eux, comme contrainte et comme nécessité, ils ont vraiment besoin d'évoluer dans un environnement maîtrisé, contrôlé, sécure pour eux et l'ensemble des patients présents. Ils ont aussi à rencontrer et à se familiariser avec la maladie mentale. Et dans les recrutements, je suis toujours étonnée quand les soignants, les infirmiers arrivent et avec l'idée qu'ils ont déjà travaillé ailleurs, mais vraiment ce qui les intéresse, c'est la relation et qu'ils viennent en psychiatrie parce qu'on est vraiment en relation avec les patients, qu'on a du temps pour y être. Et quand je les revois après dans les structures, quand j'ai le bonheur de retravailler un peu avec eux, voilà, ils me disent que finalement, c'est vraiment une relation très technique, élaborée, qui se travaille et qu'ils étaient surpris d'avoir l'impression de démarrer quelque chose de nouveau dans ce champ relationnel, la relation de soins, quoi. Ils ont aussi, ils rencontrent j'ai appelé ça des contraintes, mais bon, des choses qui leur arrivent comme ça, la question de leurs émotions face à certains comportements de patients. Ils peuvent avoir de la peur, par exemple, ils peuvent être par moments plus fascinés. Enfin. Ils ont aussi à travailler la question de l'empathie et puis la question des éléments transférentiels et contre-transférentiels. C'est en ça que la relation elle est travaillée et c'est en ça que le travail d'équipe et tous ces temps institutionnels et cliniques sont vraiment importants. Ils ont aussi, dans cette confrontation à la relation de soins, à régler leur engagement, leur implication, c'est-à-dire à la recherche de la juste mesure, de la distanciation nécessaire et de la bonne distance. Ils ont aussi la question du doute, de l'incertitude, de l'incompréhension devant les troubles, devant les soins, qui fait que ça marche pas. Ils ont aussi des fois à répondre à des situations imprévues, inédites, surprenantes, brutales. Et le tout, donc, avec une responsabilité professionnelle et, on l'espère tous, s'inscrire dans une démarche éthique et clinique. Et ils ont aussi à se confronter, donc, à ce recours à l'isolement, à la contention, comme dernière solution lorsqu'ils se sentent dépassés, réduits à l'impuissance. Donc, vous le comprenez tout de suite, il y a vraiment besoin de mobiliser des compétences cliniques, relationnelles, collaboratives, organisationnelles, pour répondre aux patients et prévenir ces moments de violence. Alors, on attaque un autre chapitre qui est donc, est-ce que ces contraintes sont thérapeutiques? Mais alors, si on parle de thérapeutique, il faut qu'on se tombe d'accord sur ce qui fait soin dans nos établissements de psychiatrie. Alors, ce qui fait soin, c'est déjà le devoir de protection et d'aide de la personne en difficulté. Donc, c'est la phrase, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose pour vous, on va vous aider. Donc, on propose une hospitalisation, qu'elle puisse reprendre soin d'elle, cette personne, et retrouver son pouvoir d'agir, en vue donc d'un retour à une vie sereine. L'équipe, là, est vraiment prise comme un étayage de cette espèce de difficulté. J'ai mis défaillance avec des guillemets, c'est pas très élégant comme mot. Alors, c'est pas avec des personnes de la chaire de la philosophie que je vais m'aventurer à parler du CARE. En tout cas, voilà, vous en parlez tous bien mieux que moi. Mais en tout cas, voilà, le CARE fait soin, c'est sûr. Et puis, avec le CARE, il y a toute la question de la théorie de relation d'aide de Carl Rogers, avec la question de l'écoute, de la bienveillance, le respect inconditionnel de ce qui arrive, l'absence de jugement. Il y a pour le patient donc la possibilité de parler de soi, mais vraiment d'apprendre à parler de soi dans une parole authentique et introspective. Il y a les traitements médicamenteux, non médicamenteux.
Il y a dans ce milieu qui se veut, alors sécurisant, des fois sécuritaire, mais il y a quand même une intention d'abord de sécurité et de réassurance, il y a une invitation au lâcher-prise pour lui, au fait d'être porté par les soins, par la vie institutionnelle, alors qu'à une époque, avant l'hospitalisation, il cherchait plutôt à compenser, à masquer ses difficultés. Il va se laisser porter par le désir des soignants. Et pareil, je n'ai pas pris le temps de chercher mes sources bibliographiques, mais au cas si je laisse mon texte, je pourrais les communiquer. C'est un article de soins psychiatrie. Je le date entre 2014 et 2016. C'est une personne qui a été hospitalisée en psychiatrie, alors dans le privé. Je n'ai jamais su d'ailleurs quelle maladie elle avait souffert. Et l'article s'appelle « Vous allez vous en sortir ». Et je trouve que c'est un témoignage qui est passionnant parce qu'elle raconte qu'elle est arrivée en catastrophe dans le privé parce que sa famille a un peu forcé la porte du domicile et l'a traînée dans les soins. Elle continue à travailler, mais en se vidant de son énergie parce qu'elle essayait vraiment de compenser tous ces symptômes. Elle décrit son appartement comme vraiment un vrai capharnaüm. Et en fait, quand elle arrive dans les premiers jours, c'était au mois d'août, elle disait que peut-être qu'il manquait des patients en hospitalisation privée, que les soignants étaient disponibles et elle relatait combien les aides-soignants lui avaient permis de renouer la vie par des bains. Elle devait être très sale, je pense. Elle devait être dans une incurie totale. Et en fait, les aides-soignants, avec beaucoup de tact et de délicatesse, l'ont aidée à prendre un bain qui a duré apparemment. Et elle décrit vraiment combien elle était reconnaissante du tact des soignants et de ses soins d'hygiène, tout en se disant qu'elle était tombée bien bas, entre guillemets, parce que voilà, c'est des habitudes, elle n'était pas lavée, mais que là, vraiment, elle s'était remise vraiment en toute confiance à ses aides-soignantes. Et en même temps, le titre de l'article, vous allez vous en sortir, c'est la phrase d'une assistante sociale. Elle disait qu'elle était difficile dans les soins, qu'elle n'était pas très compliante, qu'elle ne se laissait pas faire, qu'elle ronchonnait beaucoup, qu'elle critiquait beaucoup les soignants. Et apparemment, elle avait un peu des relations difficiles avec une assistante sociale qui devait mettre au clair sa situation administrative. Et en fait, elles sont parties ensemble à son domicile pour récupérer des fiches de paie. Et elle dit que le tact avec lequel l'assistante sociale a fait comme si de rien n'était dans ce logement qui devait sentir vraiment pas bon et qui était un vrai fouillis. Voilà. Et elle dit que cette phrase au retour dans la voiture, quand l'assistante sociale lui dit « mais de toute façon, arrêtez, vous allez vous en sortir », elle dit que là, elle a senti qu'elle basculait effectivement à nouveau dans un pouvoir d'agir et qu'elle se sentait à nouveau plus vivante et que cette phrase « vous allez vous en sortir » lui a redonné, on parle en réhabilitation psychosociale, le sentiment d'espoir et qu'elle s'est remise du coup le pied, on va dire, à l'étrier de sa vie. Voilà, donc ça c'est l'invitation au lâcher-prise. C'est aussi l'intention clinique des soignants, leur confiance dans le rétablissement du patient. C'est ce qui fait soin, c'est l'authenticité des soignants, leur qualité, leur patience, leur disponibilité, etc. C'est l'intégration, alors là c'est mon petit chapitre et peut-être que voilà, vous allez m'attirer un peu du mécontentement dans la salle. J'ose dire qu'en tant qu'ancienne infirmière de secteur psychiatrique, j'ai été formée aussi, j'ai eu cette chance de travailler avec Jacques Hockman et Michel-Marie Vermine, des universitaires de Lyon, à la Binatier. Et alors Jacques Hockman était formidable parce que quand il passait d'astreinte le week-end, nous avions droit à des leçons. Enfin des leçons, il se mettait à parler du soin, tout ça, il parlait bien en plus. Et il nous a appris, je crois, tous les concepts de Winnicott. Et je trouve que pour les soignants de proximité des équipes, de proximité du malade, les concepts de Winnicott sont des outils qui structurent vraiment la pensée clinique. Et je ne sais pas si effectivement ils ont un dénouement de preuves scientifiques, ces concepts-là aujourd'hui, mais je sais que des choses comme la préoccupation maternelle primaire, ce souci du patient, et ce qui fait que vous avez des soignants des fois qui sont en train de faire des observations dans le bureau infirmier, tout d'un coup ils se lèvent, parce qu'ils viennent de penser à un patient, ils vont voir ce qui se passe, notamment dans la chambre d'isolement. Il y a le concept de la mère suffisamment bonne, et je me revois écouter ça en me disant, bon, ça va, si je sens que je ne suis pas tout à fait une bonne soignante et que je donne pas tout à mon malade, cette frustration-là lui permet aussi de grandir. Enfin, voilà. Il y a le concept de portage, holding, handling, la transitionnalité, cette espèce d'entre-deux intelligent, et puis d'autres concepts qui ne sont pas de Winnicott pour le coup, mais la fonction de contenance, d'enveloppe, l'étayage, la parexcitation, etc. Je trouve vraiment que ce sont des
des concepts qui ouvrent sur une gamme de représentations cognitives très structurantes pour la pensée et l'action clinique. Voilà. Et puis enfin, ce qui fait soin pour le patient à l'hôpital, dans cette contrainte à se soigner, c'est aussi tout ce travail de traduction que font alors tous les membres de l'équipe professionnelle à partir de la démarche médicale qui est de commencer à parler un peu du diagnostic des symptômes avec le malade. Il y a tout ce travail, moi j'appelle ça de traduction, qui est que les soignants, tous, le cadre de santé aussi, qui arrive en psychiatrie, même s'il ne sait pas trop la psychiatrie parce qu'il n'a pas été soignant, mais il va se former, il va lire. Il peut être en tutorat, dans certains établissements, ils ont mis des tutorats, mais ils vont vraiment aider le patient à construire cette expérience de maladie et son rétablissement. Donc, on voit que la contrainte peut être une aide pour le patient. C'est en tout cas mon a priori, mon postulat. Mais dès lors que cette contrainte, elle est pensée, elle s'inscrit dans un projet de soins réfléchi, dans un projet de soins structuré et mis en œuvre par des soignants quand même suffisamment compétents. Voilà. En l'absence de ce travail réflexif de la clinique, la contrainte, je veux bien peur qu'elle nuise plus à la relation soignant-soigné et aussi à l'estime de soi du patient. Voilà. Alors, si on revient à la contention physique, la contention physique, pour moi, elle fait partie de l'ensemble des contraintes. Bah oui, ça va aider le calmant, le patient, pardon, un état de crise va pouvoir céder grâce à l'isolement, la contention, grâce au traitement. Ça va permettre à l'équipe de retrouver du souffle, parce que souvent, il y a des situations de crise qui arrivent de manière très surprenante, mais des fois, c'est quelque chose qui couvre sur plusieurs jours. L'équipe va retrouver du souffle avec cette prise en charge. Donc oui, ça peut être dans un temps, d'une certaine manière, un temps constructif, au moins pour les soignants. Mais je pense qu'il faut plutôt penser qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc je vois que leur page va un petit peu accélérer. Voilà, alors j'avais dans l'accélération, il y avait tous les facteurs déclencheurs institutionnels et cliniques. Donc on sait qu'il y a des facteurs d'agitation liés à la maladie, etc. Si le patient vient d'arriver, si le patient est là depuis quelque temps. Mais très rapidement, il y a des facteurs institutionnels qui vont participer à l'éclosion d'un moment de violence. C'est la fatigue des équipes, c'est la charge physique, c'est la charge mentale, c'est tout ce turnover des équipes. On n'a pas le temps de structurer une compétence collective. On est déjà en train de remplacer des professionnels, les effectifs, absentéisme, tendus, etc., ça c'est évident. Et puis, tous ces facteurs, l'intensification des soins aussi, le turnover des patients, des séjours plus courts, peut-être des prises en charge plus lourdes, des patients avec des addictions, font que les soignants vont être beaucoup moins disponibles matériellement et psychiquement. Et du coup, il y a un manque d'écoute, il y a des réponses différentes en permanence, des réponses qui entraînent des frustrations, des énervements, etc. Et pour des soignants qui sont en première ligne, qui sont très exposés sur 8 heures de poste, etc., il peut y avoir du coup des maladresses de positionnement, de communication. Voilà. Donc j'ai déjà suffisamment parlé des compétences. Il y a aussi dans les facteurs qui participent à l'émergence d'un moment de violence, c'est ces cadres de soins trop stricts qui vont être appliqués de manière un peu autoritaire, sans malléabilité, sans souplesse, sans transitionnalité. Alors, cette contention involontaire est thérapeutique. Bon, on sait qu'elle n'est pas thérapeutique, on n'a pas de preuves scientifiques. Voilà. Et je vais passer maintenant à cette idée qui est troisième mouvement. Donc, j'ai 9 minutes pour conclure, si je m'abuse. Donc, c'est le moment de réfléchir à d'autres pratiques pour faire de cette contrainte, la contrainte qui nous est posée, c'est-à-dire d'éviter de passer par l'isolement, la contention en réponse de soins. Donc, on va se recentrer sur la clinique. Alors, il y a des ressources. Il y a déjà, dans toutes les équipes, il y a toujours des soignants qui sont un peu innovants, un peu créatifs et qui mettent en place des postures, des moments de soins ou autres. Et vraiment, je crois qu'il faut pister ces équipes qui ont mis en place des choses qui marchent et qui, du coup, pourraient être présentées à d'autres équipes. La question de peu de formation croisée comme ça par un échange de pratiques. Et il y a, je le répète, et je n'ai pas d'acquaintance avec la Haute Autorité de Santé, des fois je suis très médisante, surtout ces obligations d'être dans la qualité, parfois ça m'énerve un peu, même si je suis tout en dedans. Voilà. Et vraiment, ce document-là, les mieux prévenir et prendre en charge les moments de violence, il y a vraiment une mine d'or. Il y a un guide de méthodologie qui a, je ne sais plus, 14 programmes et 15 outils ou l'inverse. Et il y a vraiment tout un tas de choses hyper pédagogiques qui peuvent inspirer les pratiques. Donc, je vais vous faire un petit inventaire des leviers mobilisables pour mieux prévenir que guérir, pour éviter l'isolement. Donc, il y a vraiment le pilier central, pour moi, c'est la prévalence
du respect des droits de la liberté et d'aller et venir des patients, avec la recherche permanente de l'autodétermination du patient, son pouvoir d'agir, même si c'est modeste, en lui laissant l'alternative entre faire un tour d'un parc quand il est très énervé ou aller taper dans un punching ball dans la salle d'activité physique adaptée. Voilà. C'est la nécessité d'encadrer les mesures de restriction de liberté. C'est la primauté de la clinique, d'abord le soin. Donc là, je mets dans la primauté de la clinique, dans cette valise-là, je mets déjà soigner l'arrivée du patient. Je crois que c'est très important pour le premier contact avec la psychiatrie d'avoir un soignant qui est prêt, qui est disponible, qui a préparé son entretien, qui a préparé cette admission, qui va donner des explications, échanger, prendre des informations. Donc voilà, dans le chapeau, la primauté de la clinique, soigner l'arrivée du patient. Pensez toujours à évaluer le risque d'agitation et de passage à l'acte. Je passe un peu vite, hein, vous savez faire. Il y a pour moi aussi en troisième volet le projet de soins personnalisé du patient qui doit être construit avec le patient. Voilà, donc voilà, on va discuter avec lui, avec le médecin, on va voir avec lui ce qu'il faut travailler, etc. Et vraiment, il se positionne dans peut-être le choix des médiations, peut-être le choix de l'infirmier référent, etc. Voilà, il y a quelque chose à construire avec lui. Petit zoom dans ce projet de soins personnalisé, il y a ce chapitre des directives anticipées en psychiatrie. On parle aussi de plan de crise partagé, c'est-à-dire quand on a repéré, puisqu'on a évalué le risque d'agitation et de violence chez un patient, et qu'on a repéré donc qu'il y a un vrai risque, on va discuter avec lui de comment finalement monte en lui une tension au point de s'énerver et de s'automutiler, de s'auto-agresser ou d'agresser les autres ou de donner des coups de poing à n'importe quel placard. Donc, on va discuter avec lui de ce qui peut arriver et comment, d'après lui et l'équipe pourraient atténuer ce mouvement, l'aider à éviter, donc à retrouver une contenance finalement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, le pari de tout ça, c'est que des prises en charge structurées et personnalisées participent de la prévention des moments d'agitation en établissant une enveloppe institutionnelle dans laquelle le patient trouve une autocontenance volontaire, puisqu'il a trouvé créé ce projet de soins personnalisé. Trouver créé, c'est un petit emprunt à Winnicott. Voilà. Donc, si on a des projets de soins personnalisés à construire avec les patients, ça veut dire qu'on a évidemment un projet de soins du service, un projet d'unité, je ne sais pas comment vous appelez ça, voilà, qui énonce le cadre conceptuel clinique, le cadre thérapeutique, les règles de vie, qui annonce l'organisation bien structurée et repérée par les usagers, les nouveaux professionnels qui arrivent, donc l'équipe, et ça augmente le sentiment de sécurité et d'efficacité. Dans ce projet, on a évidemment toute la question des temps institutionnels, des temps cliniques qui sont indispensables, la régulation des mouvements d'équipe, la reprise des situations et des moments difficiles, donc les situations de violence et les recours à l'isolement à la contention quand on n'a pas pu faire autrement. Alors, il y a aussi, dans la primauté de la clinique, il y a aussi réfléchir à chambre, des espaces ouverts qu'on peut aménager avec des moyens du bord, hein. Obligé de faire un espace de zolène en bonne et due forme, mais voilà, on peut mettre de la douceur dans les lieux, on peut mettre des sièges, des fauteuils. Alors, on voit beaucoup de matériel isolement, là, vous savez. Après, surtout autour de l'architecture, il y a la question de l'organisation du travail. L'organisation du travail, pour moi, l'organisation du travail, et je m'appuie sur l'expérience de Brigitte Alban, qui était directrice, vraiment une alerte par une visite du contrôleur général des lieux privés, parce qu'ils ont été, pour le coup, vraiment stigmatisés, pointés du doigt, et ils ont dû ressaisir légitime dans ce rôle d'être avec des patients. Il y a aussi peut-être un risque que les soignants des unités de soins puissent mettre avec tous les outils, j'appelle les outils de retour au calme. Donc, alors certains, c'est la méditation pleine conscience, d'autres, c'est les exercices respiratoires, d'autres, c'est la relaxation, d'autres font un peu de yoga dans leur vie privée, donc ils arrivent à des soins corporels, donc les massages, les bains relaxants, la marche dans le parc, l'utilisation de la salle d'activité physique adaptée pour des patients qui, pour eux, aller mieux se calmer, ont besoin de bouger. Voilà, donc ça, c'est, je crois, l'organisation des soins, elle peut être repensée. Voilà, donc j'en étais sur le chapitre des compétences des soignants. Dans ces compétences, il y a la question aussi des formations initiales qui permettent de développer des compétences. Il y a la formation continue
Et en fait, les compétences, elles sont à la fois sur les connaissances des techniques de soins, des concepts cliniques, mais des techniques de soins, d'autant qu'à notre époque, on n'est plus que dans une seule obédience. Avant, on avait cette fameuse opposition de tout neurosciences, de tout psychanalyse. Maintenant, on est plutôt sur une tendance de psychiatrie intégrative. Mais du coup, il faut que dans nos compétences des équipes, qu'on retrouve des soignants qui soient à l'aise avec tel type de psychothérapie, tel type d'approche, ce qui, je trouve, est assez technique et complexe à mettre en place. Donc, les compétences des soignants, c'est tous ces savoirs-là. Et puis, c'est tout ce qui est autour des capacités relationnelles et du travail sur soi, puisque finalement, on a l'habitude de dire qu'on est soi-même un outil de soin. Voilà. Et pour finir, parce que c'est pas confort et on va garder du temps pour le débat, il y a les questions de la représentation, des représentations sur les maladies mentales, sur la psychiatrie, où je crois vraiment qu'il y a un travail à faire pour les professionnels qui viennent travailler dans les hôpitaux psychiatriques, dans les structures ambulatoires. C'est vraiment de se poser les questions sur, au fond, c'est quoi la maladie pour moi? Le malade mental, est-ce que c'est quelqu'un de dangereux, de pas dangereux? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut guérir et tout juste se rétablir? Et quel crédit de confiance j'accorde aux thérapeutiques ou à tous les autres professionnels, ceux qui ne sont pas de mon métier? Voilà, je crois que vraiment, les représentations mentales sont vraiment influentes sur les comportements professionnels donc, des soignants et des autres métiers de l'hôpital. Voilà, je peux en rester là.